Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Tray TV et Watt FM. Nous décryptons pour vous les faits marquants de l'actualité et pour aujourd'hui, nous parlons des conditions d'exercice des professionnels des médias au Burkina dans un contexte sociopolitique, économique et sécuritaire assez difficile. Pour ce faire, nous avons convoqué pour vous Bouraima Ouedraogo, il est directeur de publication du bimensuel Le Reporter, mais il était aussi, disons, jusqu'à la fin de la semaine dernière, président de la Société des éditeurs de la presse privée CEP. Bonjour Monsieur Bouraima Ouedraogo, merci d'honorer notre convocation. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le juge. Bonjour. C'est la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine à laquelle siègent deux juges, donc juge Bernard Bougma, bonjour. Bonjour Président Tomangui, bonjour juge Vara, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. À nouveau, bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout est en place pour démarrer cette audience de la meilleure des manières, c'est-à-dire avec les avant-propos des juges que je convoque à présent. Ce sont les juges du tribunal, ils aiment ça, ils adorent cette séquence. C'est la séquence avant-propos et on commence par Bernard Bougma. Merci Président. Mon avant-propos va concerner ce communiqué qui sort chaque mois de décembre, chaque année, pour rappeler que la fabrication, l'importation, la vente, l'usage des feux d'artifice appelés dynamite ou je ne sais pas moi. Des pétards. Ouais, des pétards, c'est interdit. Chaque année, c'est quand les fêtes de fin d'année s'annoncent à quelques jours, quand on sort ce communiqué laconique pour appeler. Non. En ce moment, la marchandise est déjà rentrée. Les uns et les autres cherchent les moyens d'écoulement. Mais puisque toute l'année, on dit que c'est interdit même au Burkina, mais ça rentre. C'est comme s'il n'y a pas eu cet effort, cette opération spéciale contre ça. Donc, la marchandise rentre. La rentrée est concentrée entre les 3 derniers mois avant le mois de décembre. Puisqu'ils commencent à faire les stocks en ce moment. Sans oublier qu'il y a des anciens stocks. Il y a des moments même des stocks périmés qui ne donnent pas. Bon, pour avoir vendu une boutique, je sais de quoi je parle. Donc, pour préparer les fêtes, la marchandise ne rentre pas. À quelques jours de la fête, ça rentre bien avant. Puisque dans vos planifications pour faire entrer les marchandises, on tient compte de la période. Donc des produits qui vont être sollicités dans 1 mois, dans 2 mois, et vous commencez déjà à, sur un moment donné, les prix même flambent d'ailleurs. Donc le travail le plus facile à faire, c'est quoi? C'est de prendre toute l'année et combattre pour que les uns et les autres se mettent en tête qu'ils ne devraient même pas. Donc s'il a toujours le circuit de faire entrer, le communiqué va venir. Mais comme l'année dernière, il a pu écouler parce que le communiqué est venu au moment où certains enfants m'ont déjà même payé, gardé d'abord en attendant. Parce qu'à quelques jours de la fête, il y en a des enfants qui commencent même à faire leur planification également. Il y a eu des années où les pétards ont commencé à partir du 1er décembre jusqu'à la fin. Dans des quartiers, vous entendez quelques moments, parce qu'il y a des jeunes aussi également qui s'organisent. Donc je pense que si réellement on veut l'interdire et on veut mettre un point d'honneur dans la lutte contre ces dynamites, ces pétards-là, je pense que ça doit commencer tout au long de l'année. Pour que chacun se mette en tête que ce n'est même plus possible, ce n'est plus envisageable. Mais il a déjà constitué son stock, il arrive même à écouler frauduleusement. Donc les jeunes également ont leur langage pour acheter. C'est même pas, il y a des adultes même qui payent, c'est pas seulement des jeunes. Il y a des personnes d'un certain âge qui sont d'ailleurs intéressées parce qu'ils aiment ce spectacle-là. Ça plaît d'entendre des pétards et payer. Donc je pense que si réellement on veut lutter, c'est ce que j'ai dit chaque année, quand ce communiqué laconique là sort, je rappelle que pour le faire, il faut mettre de la volonté. Et je pense que si on met de la volonté, on peut mieux faire. Donc pour la lutte contre ces produits qu'on ne veut pas. Et pour les autres produits d'ailleurs. Donc ça c'était un avant-propos d'interpellation. Le second avant-propos rapidement c'était hier. J'ai parlé du Togoland occidental. Il y en a qui se posent la question. Bon, pour ceux qui ont la possibilité d'aller taper sur internet, vous tapez seulement Togoland occidental. Si vous voulez vous ajouter Ghana, vous allez avoir toutes les informations de cette portion de terre qui était partagée entre le Ghana et le Togo. Et après la Première Guerre mondiale, quand il y a eu la redistribution des cartes, ils ont récupéré, les puissances qui ont gagné ont récupéré les colonies allemandes. C'était une colonie allemande au départ. Donc elle a été divisée entre le Togo qui est français et le Ghana qui est britannique. Et c'est en 56, un an avant les indépendants du Ghana qui sont intervenus en 57, qu'il y a eu un référendum pour rattacher ce Togoland occidental au Ghana. Donc
pour la rattacher, parce qu'elle était reliée de l'autre côté, donc pour la rattacher. Donc il y a une partie Togo et une partie Ghana, mais la réalité c'est que c'est l'une des parties les plus riches du Ghana. Donc c'est très riche, c'est dans la région du Volta, c'est très riche également. Donc il y a un enjeu stratégique, il y a un enjeu financier derrière. Donc cette comme on appelle ça, rébellion qui a été activée en 2019-2020, maté, puis ils ont ramassé des gens, allés enfermer. Le leader même est décédé maintenant, en 2022, je pense, mais l'affaire ça a secoué quand même Nana Akufo-Addo. Donc, pour ceux qui ont la possibilité d'aller sur Internet, ils peuvent vérifier davantage. Maintenant, j'ai résumé cela parce qu'il y en a qui n'ont pas accès à Internet, qui voulaient des précisions par rapport au Togoland occidental dont j'ai parlé hier. En effet, c'est un point historique. Il y a plusieurs pays d'ailleurs qui sont à peu près dans la même situation. Il y a le Cameroun, par exemple. Oui, qui a des vérités d'indépendance. Oui, c'est ça. Il y a eu une partie à un moment donné, le Bénin aussi a connu ce problème avec le Togo. Pour l'anecdote, c'est que le premier président du Togo est enterré à Agoué. Agoué, c'est un village qui est situé aujourd'hui au Bénin. Alors, juge Geoffroy Vara, votre avant-propos. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner un genre de gêne que la plupart des médias ont dans la façon, relativement à la façon dont la communication au niveau gouvernemental est en train d'être faite, notamment sur la question du Conseil des ministres. C'est vrai qu'on en parle très souvent. Je suis quelquefois interpellé. Vous, les journalistes, il paraît que vous vous plaignez. Qu'est-ce qu'il en est? Mais c'est vrai qu'habituellement, ce qui se passait, le Conseil des ministres, évidemment, les médias étaient convoqués. On partait. Pour certains, on fait quelques plans de coupe. Pour ceux qui sont en télé, et puis les autres, ils font quelques photos. Après, vous attendez dehors. Quand le conseil est terminé, il y a l'un des ministres qui vient face aux journalistes et qui fait le point de ce conseil-là. Et puis, s'en suivent quelques questions et tout. Aujourd'hui, c'est différent. D'abord, on n'y est pas invité. Et il faut attendre qu'il y ait un traitement des vidéos qui ont été faites sûrement à la présidence par des cadres et tout, qu'ils aient fait leur choix d'images qu'ils peuvent nous envoyer. Et même sur le compte rendu, le point qui est fait par le porte-parole du gouvernement ou bien par un autre ministre, vous n'y êtes pas, donc il n'y a pas de question. Donc on vous envoie voilà des vidéos. Et puis des audios aussi. Des audios. Et puis vous n'avez que ça à faire. C'est-à-dire vous le prenez, vous les traitez comme vous pouvez, vous prenez les parties qui vous intéressent. Et puis voilà, vous les partagez dans vos sessions d'information. Donc il n'y a plus très souvent cette opportunité-là que nous avions de pouvoir poser des questions directement, des relances sur un certain nombre de questions. Donc évidemment, ça met mal à l'aise les journalistes que nous sommes. Maintenant, si c'est un choix de communication, bon, c'est un choix, on se plie à cela. Mais si chacun ne trouve pas, chacune des parties ne trouve pas satisfaction là-dedans, c'est bon que l'une des parties dise que non, ça ne se passe pas comme on souhaiterait. Bon, et très souvent, quand le Conseil des ministres finit, il faut qu'il fasse un nettoyage. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça prend tellement de temps. Quand vous arrivez, vous êtes pratiquement à 20h, vous n'êtes pas loin de votre session d'information. Il faut maintenant le prendre, voir comment vous allez traiter, prendre connaissance même de ce qui a été dit et tout. Donc c'est pas forcément intéressant pour les journalistes que nous sommes. Et puis c'est l'opportunité pour nous de poser des questions qui sont celles des populations. Vous écoutez très souvent les émissions interactives, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Et puis quelquefois, ce n'est pas seulement que ce qui est débattu au Conseil des ministres, c'est l'opportunité d'avoir aussi quelquefois le porte-parole du gouvernement sur certaines questions prégnantes. Donc, c'est quelque chose qu'on rate. Et bon, je trouve que c'est un peu dommage. Même quand vous prenez les plateformes à travers lesquelles on arrivait à discuter avec la présidence, maintenant, il n'y a plus d'interaction. C'est eux seuls qui envoient et seuls les administrateurs peuvent envoyer quoi que ce soit. Avant, c'était le lieu, pas de discussion, mais où on pouvait avoir des informations sur un certain nombre d'éléments. Et ce qui s'est passé, pour que ça ait changé aussi, c'est qu'à un moment donné, on a eu le problème de la visite du président Ibrahim Traoré au Mali. On a été informé par les Maliens, nos confrères qui sont là-bas, mais votre président vient là,
dit qu'il sera là à telle heure. Ah bon? Ben, nous, on n'a pas l'info. Quand on a commencé à chercher, c'est devenu un problème et après, ça a été bloqué parce que certains se sont plaints. Non, c'est pas les Maliens qui vont nous dire que notre président doit voyager. Quand on vous le demande, vous dites que vous ne pouvez pas confirmer. Bon, alors que tout est déjà tracé, ils ont communiqué sur les heures et tout. Bon, c'est devenu une petite brouille. Après, bon, quand vous regardez, on ne peut plus poser des questions là-bas. On est devenu comme des récepteurs. Je pense que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Et je dis encore, ce sont des éléments dans lesquels chacun doit trouver satisfaction. Le journaliste ne le demande pas pour lui. Il demande pour qu'il y ait un panel pour qu'il puisse informer au mieux les populations qui attendent aussi sur certaines questions qu'on puisse relancer nos autorités. Et ça, pour moi, c'était un bon espace. Et quand ça se passe comme ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage et ça participe d'ailleurs les conditions d'exercice des professionnels des médias. Le sujet au cœur de notre audience de ce jour, c'était la séquence avant-propos des juges et nous allons aborder tout à l'heure donc le sujet inscrit au rôle avec le blues des professionnels des médias face au contexte sociopolitique, économique et sécuritaire national. Avec sur notre plateau à la barre des convoqués, Bouraïma Ouedraogo, il est directeur de publication du bimensuel Le Reporter, mais il était jusqu'à récemment président de la Société des éditeurs de la presse privée. Un convoqué à qui les juges ont envie de poser, pour commencer, des questions de généralité, n'est-ce pas, Bernard Ougma? Oui, question de généralité. Vous faites partie de certains journalistes et chroniqueurs qui avaient été blacklistés sur la télévision nationale. Je voudrais savoir si ça continue ou la mesure a été levée vous concernant. Parce qu'il fut un moment où vous n'étiez plus les bienvenus sur les plateaux là-bas. Oui, effectivement, j'ai appris à un moment donné effectivement que je fais partie d'un certain nombre de journalistes qui ont été effectivement identifiés comme ne devant plus participer à des émissions à la RTB. Mais je n'ai jamais été notifié officiellement. Donc, c'est vrai que dans ce genre de situation, on ne notifie jamais. Mais toujours est-il effectivement qu'à un moment donné, effectivement, je ne participais plus aux émissions. Et d'ailleurs, je ne participe plus à cette émission au niveau de la RTB. On ne m'a plus jamais rappelé de toute façon. Donc, est-ce que la mesure a été levée? Je ne sais pas trop. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, les autorités déchies, effectivement, avaient pensé que les débats que nous menons au niveau de l'émission débat de presse à la RTB n'était pas en leur faveur. D'ailleurs, on leur avait fait comprendre que notre métier en tant que journaliste, c'était pas d'être à la faveur de qui que ce soit, mais c'est d'être en faveur de la vérité et de l'intérêt général. Notre métier en tant que de journaliste nous dit effectivement que nous devons dire ce que nous pensons être vrai. Nous n'avons pas la prétention d'avoir la vérité, mais on peut se tromper. Mais nous devons dire ce que nous pensons à notre intime conviction comme étant la vérité. Il peut y avoir effectivement des moments où notre responsabilité sociale nous empêche de dire certaines choses, mais c'est pas pour autant aussi effectivement qu'il faut qu'on fasse plaisir juste à des gens parce qu'ils sont entre-temps parvenus au pouvoir. Oui, Bernard Ougma, c'est bon. Geoffroy Vara, vous avez peut-être une question de généralité pour Bouraïma Ouedraogo? Oui, peut-être question de généralité. Vous étiez avec le but, vous êtes toujours avec le but. Vous êtes journaliste. C'est Burkinabé uni pour la transformation sociale. Pour beaucoup de Burkinabé, quand on vient, on dit ah mais c'est pas le journaliste Bouraïma, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ça ressemble à un parti politique. Oui, c'est vrai que je reçois beaucoup d'interpellations par rapport à cette question et j'ai toujours répondu que BUT n'a jamais été une organisation politique. BUT, c'est une organisation de la société civile comme toutes les autres. La différence, effectivement, c'est que nous avons comme coordinatrice Mme Rosine Koulibaly. Et pour avoir été ministre plusieurs fois à 2 reprises dans le gouvernement des ROC, les gens sont convaincus, effectivement, qu'elle est politique. Mais admettons même que Mme Rosine Koulibaly soit politique, mais elle n'est pas engagée formellement avec des responsabilités dans un parti politique. Moi aujourd'hui, c'est comme j'ai toujours l'habitude de dire les gens, si je veux descendre dans l'arène politique, il n'y a absolument rien du tout qui m'empêche de descendre dans l'arène politique. Ceux qui y sont, ils n'ont pas de cornes. C'est des humains comme nous. Ils ne sont pas forcément mieux que nous. C'est des choix. Nous avons choisi d'être dans la société civile. Le jour où on va franchir le pas aussi, l'opinion saura qu'on a décidé de franchir le pas. Mais pour le moment, en tout cas, je ne suis pas du tout engagé en politique. C'est vrai que certains prennent ça et mettent ça devant pour ne pas écouter ce qu'on leur dit, mais on comprend.
quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rase. C'est ça la vérité dans ce pays. Les gens, quand ils ne veulent pas entendre ce que vous dites, il faut qu'ils trouvent un argument pour pouvoir minimiser un peu la teneur ou en tout cas le poids de ce que vous dites. Mais bon, nous, on sait de quoi on parle. On reste effectivement droit dans nos bottes. Moi, je reste journaliste, je suis militant de la société civile. Les jours, je ne suis pas les gens à jouer à cache-cache. Les jours, je ne me sens pas déjà, je vais voir ailleurs. Voilà. Mais ce sera la fin aussi forcément du métier. Quand on milite, c'est compliqué aussi de rester journaliste parce qu'on attend de vous. Mais c'est pour ça que je dis, le jour je me rends compte effectivement que je ne peux pas pratiquer le journalisme et que je vais avoir un engagement partisan, je vais voir si le terrain partisan et je le dis publiquement. Ok. Voilà. Et je le dis publiquement, en tout cas, notre métier est exigeant. On dit que c'est le métier le plus noble du monde, mais ici, les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. En tout cas, les organisations professionnelles des médias ont rendu public, c'était le 18 décembre dernier, une déclaration dans laquelle elles font notamment un état des lieux des conditions d'exercice des professionnels des médias face à la situation socio-politique et sécuritaire du Burkina. Un état des lieux qui, à s'y méprendre, quand même, ressemble à un réquisitoire, Bernard Bougman. Oui, ça ressemble effectivement à un réquisitoire, comme vous l'avez dit, mais je pense que cette question échoue à notre convoqué du jour. Alors, c'est une déclaration, sous forme de réquisitoire que vous avez produit là. Nous pensons que la déclaration elle est circonstanciée. Elle est proportionnelle au fait que nous vivons au quotidien depuis un certain temps. Le juge va, dans son avant-propos, à soulever un pan déjà qui est un gros problème pour un professionnel des médias. On ne peut pas aujourd'hui effectivement nous réduire à des diffuseurs de communiqués ou à des prêts à diffuser. C'est une façon de tuer notre métier. Parce que si nous, on se met effectivement à des diffuseurs de communiqués, quelle est la plus-value que nous apportons en tant que journaliste, en tant que professionnel des médias? Parce que n'importe quel technicien, on n'a pas besoin de journalistes dans les rédactions. Il suffit seulement d'envoyer les gens, les techniciens, avec un technicien, on fonctionnera comme ça, c'est sans problème. Donc ça, c'est déjà un premier élément qui montre à quel point, effectivement, on travaille à ce que nous avons dit, le travail de conditionnement des opinions. Et comme si cela ne suffit pas, parce que, pourquoi on dit conditionnement des opinions? Parce qu'on ne laisse voir que ce qu'on veut faire voir. Et c'est ça, on veut que l'opinion croit en ce qu'on veut faire voir. Un point d'étrait. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément dans ce conditionnement des opinions, c'est de dire, de sortir des gens, ou en tout cas des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui indiquent ce qui devrait être le contenu des médias et qui menacent les journalistes, que s'ils ne vont pas dans ce sens, ça veut dire qu'ils ne sont pas patriotes, ils sont contre le pays, ou on les a même traités de moutons qu'on peut tuer sans état d'âme. Et voilà où on en est. Est-ce que dans ce contexte-là, je crois qu'on a voulu rester journaliste dans la déclaration. On a voulu rester professionnel des médias dans la déclaration. Sinon, on n'a pas voulu descendre dans la boue parce que nous avons une responsabilité sociale. Et j'insiste dessus. Notre responsabilité sociale dans ce contexte-là, c'est de faire en sorte qu'on crée les conditions pour que nous puissions contribuer effectivement à la lutte contre le terrorisme, que nous puissions contribuer effectivement à faire en sorte que nos forces de défense et de sécurité puissent être dans les meilleures conditions possibles pour travailler. Mais malheureusement, il y a d'autres qui pensent que le problème, c'est les médias. Non, le problème, ce n'est pas les médias. Le problème, c'est les faits que les médias dénoncent. Pour qu'on mobilise les gens aujourd'hui, il faut qu'on soit dans une dynamique où, effectivement, il n'y a pas de faits récriminatoires qui permettent à des individus. Il ne faut pas qu'on permette à des gens aussi qui profitent de la guerre. Ça aussi, c'est notre responsabilité dans ce contexte-là, de faire en sorte qu'effectivement, que s'il y a des gens qui veulent profiter de la guerre, qu'on les dénonce et qu'on les mette hors des rangs pour que ceux qui veulent se battre effectivement et qui sont engagés derrière le FDS puissent aller effectivement en front uni pour faire en sorte que notre pays puisse recouvrer l'intégrité de son territoire. Alors oui, donc le convoqué a dit que oui, c'était un état des lieux qui reflète la réalité des faits, de ce que vivent les professionnels des médias. En tout cas, Juge Vara en a fait état dans son avant-propos tout à l'heure. Alors, sur quoi
est-ce qu'on peut se fonder aujourd'hui? Oui, juge Bougma, peut-être que vous avez des précisions à demander à notre convoqué. Mais justement, il y a un pan qui dit que dire la vérité ou encore relater les faits, valeur sacrée de notre profession, est devenu un crime qui peut valoir à un média une suspension sans autre forme de procès ou la mise à prix de la tête d'un journaliste. Donc, c'est un extrait que j'ai pris de la déclaration. Bon, des menaces, on en a eu, on en a parlé. Je disais d'ailleurs en question de journalistique, que vous faites partie de ceux qui à un moment donné étaient persona non grata au niveau de la RTB. Maintenant, je parle de la suspension des médias. Non. Est-ce qu'on est arrivé encore à ce niveau? Non, c'est qu'on on a déjà arrivé à un niveau puisqu'on a suspendu RFI. C'est un média. On a suspendu RFI au Burkina, c'est un média. La question de fond, nous faisons la part des choses entre les bagarres entre pro-français, pro-russes et médias. Nous sommes sur des questions de principe. Nous ne défendons pas RFI. Nous défendons notre métier et les règles qui régissent notre métier. C'est là que les gens ne comprennent pas. Quand on dit suspension de RFI, il y en a qui voient RFI en tant que média français. Nous, ce n'est pas ça notre problème. Nous, notre problème, c'est que si on peut suspendre RFI sur des bases politiques, demain, il n'y a rien qui empêche effectivement qu'on suspende True TV sur des bases purement politiques aussi. Et nous sommes dans un combat d'avant-garde sur cette question. Deuxième chose aussi, par rapport effectivement au contenu. Nous, on a dit, on n'est pas contre effectivement qu'il y ait une décision suspendant un média, pourvu que ça respecte les règles et les principes en la matière. Là, on nous dit, on a rencontré le ministre de la Communication et on lui a dit ce que nous pensons effectivement de cette décision. Il a dit clairement que c'est une décision politique que le gouvernement assume. Ça, c'est le ministre qui l'a dit. Devant témoins, devant les organisations professionnelles qu'il a reçues, c'est ce qu'il a dit. Nous avons pris acte effectivement que nous sommes dans un contexte où on peut suspendre un média sur décision politique. Est-ce qu'aujourd'hui, il est autorisé dans notre constitution qu'on prenne des décisions politiques pour suspendre des médias? C'est là tout le sens de l'interpellation. En fait, les gens, tant que ça ne leur arrive pas, ils croient que ça n'arrive qu'aux autres. Or, quand on défend les principes, ce n'est pas celui qui a été déjà victime qu'on défend forcément. Mais c'est faire en sorte, effectivement, que la liste des victimes ne s'allonge pas et que les gens ne viennent pas à abuser à un moment donné des choses qui ne sont pas conformes à notre réglementation et pouvoir, effectivement, justifier ce qui est injustifiable. Oui, justement, Bourema Ouedraogo, certains vous répondront que la situation particulière, la situation sécuritaire particulière dans laquelle se trouve le Burkina aujourd'hui exige parfois cette décision politique. Qu'est-ce que vous faites du contexte? Qu'est-ce que vous faites des propos qui ont entraîné donc cette suspension-là? Non, je voudrais vraiment que si les contenus qui a valu, en fait, c'est ça la discussion. Non, c'est pour la bonne compréhension. En fait, le propos n'est même pas de dire que RFI a commis une faute ou n'a pas commis de faute. C'est pas ça notre débat. Notre débat, c'est si les questions, est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver solution autrement? Parce que, j'ai bien aimé le doyen de quotidien, l'Observateur, qui a fait son édito dessus, qui a fait un très bon édito dessus, avec un titre, avait-on besoin d'arriver jusque-là? Parce qu'en fait, en réalité, j'ai comme l'impression qu'au niveau de la communication politique au sommet de l'État, les gens créent ce qui n'était pas forcément un événement qui allait être un événement national. La gestion politique de la chose en fait des tonnes et des tonnes. Cette affaire de RFI aurait pu passer inaperçue. C'est pas pour dire que... Mais en fait, on a créé un débat autour parce que justement, on n'a pas suivi les règles. Moi, je crois que si c'était le CSC qui avait suspendu RFI, il y aurait eu moins de débats. Parce que le CSC serait à son rôle. Mais le CSC n'était pas fonctionnel au moment où... Et qui a mis le CSC dans cet état? Oui, alors, oui, Jofa Vara. Oui, c'est vrai que on avait déjà fait le débat ici. On est tous d'accord que dans la question du process, on a péché. C'était normalement au CSC de prendre cette décision, mais le CSC aussi était dans la situation que nous connaissons. Et puis bon, on n'avait pas voulu forcément régler le problème. Et ça a rattrapé dans des décisions qu'on a eu à prendre. Mais quand vous dites que
il y a l'autorité qui dit c'est une décision politique et elle assume. Je crois que ça devrait aussi tout dire. Même quand on prend la question des process, comparaison n'est pas raison, mais même quand on prend le cas français avec Russie Today et autres, Sputnik qui avait été suspendu en France, par exemple, c'était aussi une posture politique. Et là encore, normalement c'est l'ARCOM qui doit décider de cela, mais c'est plutôt la Commission européenne qui a décidé de cela. Ça a été acté, c'est après que l'ARCOM est venu après et même certains défenseurs de liberté de presse en France ont dit non, ils n'ont pas respecté le process, ça n'a pas été fait comme cela devrait l'être. C'était à l'ARCOM, qui est un peu la sœur de CSC, qui devrait prendre cette décision. C'est-à-dire quand ça devient politique, je pense que c'est à un autre niveau. Et si même avec ceux que nous copions, ils en arrivent à tordre le cou au test parce que c'est à un autre niveau, est-ce qu'ici il ne faut pas comprendre? Non, je n'ai pas dit que je ne comprends pas. Et moi, je fais la différence, je fais la part des choses. Ce n'est pas parce que c'est autorisé en France, c'est pas parce que les Français ont fait qu'il faut applaudir. Moi, je n'ai jamais applaudi la suspension de RTI et Sputnik en France, en Europe. Parce que pour moi, en fait, autant je le dénonce ici, autant je le dénonce en France. Même en Europe, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. C'est ça aussi la question. Et les opinions publiques européennes se battent justement contre ça. Vous avez vu des manifestations en France qui contestent la façon dont la Russie est traitée. Ça dit, c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on se lève au-dessus de tout. Je ne suis pas dans cette posture où on dit, parce que c'est même en France on le fait pas. Mais quand c'est bien, on ne le fait pas. C'est pas parce que quand les Occidentaux font quelque chose de bien, on ne copie pas ça. Et on n'invoque pas ça. Alors, ce que moi je mets en parallèle, ce n'est pas copier ou s'inspirer, c'est pas de ça que j'ai dit. À partir du moment où l'autorité ici assume et dit c'est d'abord une décision politique, après la manière ça devient quelque chose de périphérique. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du cas français, où même pour suspendre Sputnik ou les autres médias, ils n'y ont pas mis la manière. C'était une décision hautement politique qui a été prise au niveau de la Commission de l'Union européenne, et puis c'est fini. C'est ce qu'ils ont comme ARCOM, comme CSC ici, ils les ont mis de côté, après vous allez suivre, vous allez prendre le pas. Je veux dire, quelquefois, est-ce que c'est pas ce niveau des décisions-là qui justifie quelquefois qu'on en soit à peut-être ce process-là, qu'on peut critiquer, oui, mais c'est parce que c'est politique et c'est assumé, ils veulent que ce soit fait comme ça ici et maintenant, et puis c'est fini. C'est pour ça que je dis, effectivement, autant c'est critique là-bas, autant ici ça doit être critique. Je ne vois pas pourquoi en Europe on peut critiquer et puis ici on ne peut pas critiquer, c'est là la différence. Là-bas, effectivement, on ne s'en prend pas des journalistes parce qu'ils ont critiqué la situation de RT et autres. Mais ici, il y a des gens qui nous... Et on ne va pas traiter des journalistes en France qui défendent cette posture de pro-russe ou de chiens de la Russie. Mais ici, on le fait. C'est là, on fait les choses. Et nous, ça dit... On invoque des choses. Moi, j'ai vu, par exemple, celui qui s'en prend aux journalistes, aller même jusqu'à suivre la mémoire de Norbert Zongo, parce qu'il a utilisé l'image et les sons de Norbert Zongo pour insulter les journalistes. Ça, c'est extrêmement grave. Et ça se passe dans ce pays. Moi, je pense que, en fait, ce qui nous manque aujourd'hui, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de revenir aux valeurs fondamentales de la vie humaine, de la valeur fondamentale de la vie en société. Nous sommes en train de perdre ça. Si nous ne faisons pas attention aux dérives qu'on embarque aujourd'hui, c'est la société toute entière qu'on va détruire en laissant des individus croire effectivement qu'ils sont au-dessus de tout et qu'ils peuvent menacer les gens, qu'ils peuvent comme on appelle, appeler au maître, appeler à comme ils veulent. Le débat n'est pas là. Le débat est-ce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, et puis bon, les gens se focalisent sur RFI. Quand vous regardez la déclaration, le point sur la suspension de RFI n'est qu'un point parmi tant d'autres. Vous avez évoqué la question d'accès aux sources de l'information. Dans la déclaration, on en a évoqué. Mais pourquoi les gens se focalisent? Parce que justement, on ne veut pas les débats de fond. Sinon, quand vous regardez les paragraphes si RFI, c'est juste un paragraphe. C'est une déclaration de plus de 3 pages. Alors justement, parlons donc des conditions d'exercice de notre profession chez nous au Burkina, dans le contexte qui est le nôtre. Bernard Bougma, cette déclaration des organisations professionnelles des médias apporte aussi ce soutien à tous les confrères et à tous les médias inquiétés, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires
volontaires pour la défense de la patrie, j'y arrive, et au peuple combattant. Donc c'est aussi une déclaration qui se solidarise avec donc tous les médias et tous les professionnels qui sont inquiétés. Il y a quand même eu des menaces de mort contre certains journalistes. Oui, justement, il y a eu des menaces de mort, et puis c'est ouvertement proféré. C'est à visage découvert que ces menaces ont été ouvertement proférées. Il y a eu aussi comment on appelle ça, des audios. Bon, là, c'est sous couvert, c'est que jusqu'à présent, bon, je ne pense pas que les auteurs soient inquiétés. D'ailleurs, il y en a qui narguent nos forces de défense et de sécurité. Et c'est là également où il faut craindre. Qu'on ne soit pas d'accord avec quelqu'un, oui, mais qu'on fasse savoir que comme moi je ne suis même pas d'accord, la personne doit disparaître. C'est un autre regard, parce que ce que vous dites également, il y en a qui ne sont pas d'accord avec, mais ce n'est pas pour autant qu'ils veulent votre disparition. Maintenant, au niveau du centre de presse Norbert Zongo, par rapport à, c'est vrai, il y a eu cette déclaration, par rapport aux actions envisagées, est-ce qu'il y a d'autres actions envisagées en dehors de cette déclaration qui a été publiée? Parce que sous le MPSR 1, il y avait eu des menaces, et puis actuellement aussi, il y a des menaces qui ne viennent pas forcément d'ailleurs du pouvoir. Je crois que cette situation nous interpelle tous, effectivement. Aujourd'hui, je crois que la bataille est double. Elle est à la fois, comme on appelle, une bataille d'interpellation, d'information, de sensibilisation, mais également aussi, à un moment donné, aussi, il va falloir effectivement qu'on somme, comme on appelle, la mobilisation autour de ce qui devrait être défendu. Parce que la question de fond aujourd'hui, au niveau de l'interpellation, je pense qu'aujourd'hui, après cette déclaration, les organisations professionnelles des médias doivent pouvoir se retrouver et puis réfléchir sur comment effectivement entrer en discussion avec les autorités politiques de ce pays. Donc, en l'occurrence, le pouvoir de transition. Parce que, en fait, ce qui menace les journalistes aujourd'hui, c'est réclament des soutiens du président de la transition. Et nous avons besoin à un moment donné, effectivement, de pouvoir discuter avec les autorités, leur faire comprendre effectivement que, contrairement à ce que d'aucuns veulent faire croire, nous, c'est pas nous les menaces. La menace, c'est pas nous. La menace, justement, c'est plutôt ceux qui veulent utiliser la couverture des autorités pour créer et pour détruire la cohésion sociale. La menace, c'est ceux qui oublient effectivement que le front, c'est pas un front anti-presse. Ce n'est pas un front anti-journaliste, c'est un front anti-terrorisme. La menace, c'est qu'on risque effectivement de voir naître un autre front, une autre sorte de terrorisme. Parce qu'en fait, quand vous semez la terreur, vous empêchez les citoyens de s'exprimer. Vous voulez effectivement conditionner leur opinion. Mais on est dans quelle dynamique? C'est une autre forme de terrorisme. Est-ce qu'on peut effectivement accepter ça dans un contexte où on a un front déjà ouvert et où on doit gagner et où on doit mobiliser l'ensemble des Burkinabés? Nous pensons effectivement que pour engager les médias, c'est ça là aussi, il ne faut pas qu'on se trompe. Pour sonner la mobilisation générale, l'unité nationale, on ne peut pas se passer des médias. Ça, c'est une certitude. Et si vous voulez effectivement que les médias soient engagés, il faut effectivement qu'il y ait un minimum d'égard vis-à-vis d'eux. Quand vous marginalisez, vous excluez, et mieux, vous menacez les gens, vous voulez les mettre dans leur dernier retranchement. C'est comme on l'a dit, il faut qu'on se comprenne. Nous, dans ce contexte-là, et je l'ai dit ici, si chacun d'entre nous va dire tout ce qu'il sait de la situation, de la façon dont le pays est gouverné, de la façon dont la crise sécuritaire est gérée, les informations que nous avons, si nous mettons tous sur la place publique demain, le pays là ne va pas rester debout pendant longtemps. Mais nous avons notre responsabilité sociale. Il y a des choses qu'on dit, mais il y a des choses aussi qu'on garde parce qu'on ne veut pas effectivement que le pays explose. Maintenant, pendant que nous assumons les choses avec responsabilité, il ne faut pas qu'on permette à des citoyens aussi de nous conduire dans l'irresponsabilité collective. Oui, Geoffroy Avara. Dans la déclaration, justement, vous dites avoir rencontré le ministre, je pense que c'était le 6 décembre. Oui. Avec, vous avez pu aborder la question des menaces, qui ne sont plus voilées, à l'endroit de certains, nommément cités, médias comme personne et tout. Et il a partagé, en tout cas, la dynamique qui est celle du gouvernement de ne pas laisser ces choses-là impunies. Mais est-ce que vous pensez qu'après le discours, on est vraiment dans cette logique-là aujourd'hui? Parce que, bon, on a l'impression qu'on continue de nous narguer.
Avant le ministre, on a rencontré le président de la transition le 11 novembre. Il avait rencontré d'ailleurs l'ensemble des responsables de médias. Et au cours de cette rencontre, le président avait pris l'engagement effectivement de faire en sorte que la liberté de presse et d'expression soit préservée et qu'on puisse assurer la sécurité des journalistes. Donc, ensuite, le ministre, et ça c'était à l'initiative du président, la rencontre d'ici aussi c'était à l'initiative du ministre de la Communication, nous l'avons rencontré, et d'ailleurs, le ministre, à son introduction, a salué le professionnalisme des médias burkinabés, la rigueur avec laquelle on traite l'information. D'où vient l'idée, effectivement, qu'on salue des gens qui sont professionnels dans l'exercice de leur métier, qui l'exercent avec rigueur, et qu'on permette à des individus qui n'ont aucune connaissance, aucune compétence pour apprécier la qualité technique du travail journalistique, de se mettre sur les réseaux sociaux et de les menacer, de les traiter de tous les noms d'oiseaux. Et que ça se passe en toute impunité. Le ministre nous a dit ensuite que, effectivement, le gouvernement prendrait ses responsabilités et ferait en sorte, effectivement, que ce qui menace la cohésion sociale soit, effectivement, rappelé à l'ordre, ou en tout cas, toutes les dispositions utiles seront prises. C'est l'expression qu'il a utilisée. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le contenu des dispositions utiles, c'est quoi. Toujours est-il que ceux qui sont dans cette dynamique-là sont toujours à l'offensive, et chaque jour que Dieu fait, ils sont en train de faire des vidéos sur Facebook, appelant, insultant les journalistes, choisissant celui qu'ils pensent être bon journaliste et traitant tous les autres de mauvais journalistes. Dans ces pays, ces gens-là ont trouvé un seul bon journaliste, qui d'ailleurs qui est un seul journaliste, et tout le reste là, c'est de mauvais journalistes. Il y en a qui sont venus pour dire, qui ont identifié un média qui serait un bon média, et tous les autres, c'est des mauvais médias. Alors, il faut en venir à la question du juge. Est-ce que vous sentez les choses s'améliorer depuis? C'est ça votre... Est-ce que, au-delà de la parole, on a senti des actes? Non, c'est pour ça que j'ai dit, en fait, j'ai comme l'impression, je ne sais pas quel est le contenu qu'on met dans la disposition utile. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les gens sont toujours, en tout cas, ça continue, et de plus belle. Donc, en fait, on n'a jamais été dans une situation, la situation n'a jamais été aussi critique que là où on est aujourd'hui. D'accord, mais relativement à cela, est-ce que la posture c'est de rester attentiste, de regarder? Parce que ceux qui font ces vidéos, c'est des gens connus. Vous avez entrepris d'autres éléments, on peut aller en justice, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont possibles. À partir du moment où, en fait, effectivement, nous pensons effectivement que nous avons fait une première partie de la part du boulot qui nous revient, à savoir dénoncer publiquement ces faits. Maintenant, il appartient, il y a d'autres acteurs qui doivent assurer qui doivent prendre la relève et puis assumer les responsabilités. Faire en sorte effectivement qu'il ne soit plus possible à qui que ce soit de pouvoir s'asseoir et puis menacer la vie des autres en toute impunité. Ça, effectivement, il y a des acteurs qui sont engagés. Et nous les avons interpellés aussi sur leurs responsabilités. Parce que s'ils n'assument pas leurs responsabilités, à un moment donné, effectivement, il ne faut pas que les gens attendent que le pire arrive avant de courir partout pour jouer aux pompiers. Ce serait dommage. Parce que, il ne faut pas qu'on se trompe. Avant 1998, il y avait des gens qui étaient dans ce pays qui disaient si tu fais, on te fait et il n'y a rien. Aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour ne même pas revenir au pays. Faisons attention, parce que ceux qui prétendent parler au nom du peuple, ils ont quelle légitimité? Qui les a désignés? Donc, il faut qu'on fasse très attention. Ce peuple-là, tout le monde vient parler au nom du peuple, sans avoir aucune légitimité. Nous disons aujourd'hui que la seule légitimité dont chacun peut prévaloir, c'est la légitimité dans ce qu'il fait. Tant que tu n'as pas reçu l'onction du peuple, c'est la légitimité par rapport à la qualité du travail que tu fais au quotidien, par rapport à ce que tu représentes aux yeux de tes pairs, par rapport à un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, quand les gens disent oui, c'est les ennemis du peuple, vous et moi, on fait partie de ce peuple. Mais qui est ennemi de nous? Qui est ennemi ici? Donc, il ne faut pas qu'on permette à des gens d'indexer les ennemis du peuple et puis on est assis, on regarde. Effectivement, il ne faut pas s'asseoir et puis regarder. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous asseoir et puis regarder. Interpeller tout le monde. D'abord les autorités, c'est de leur responsabilité. S'ils n'assument pas leurs responsabilités, il y a d'autres acteurs qui doivent assumer leurs responsabilités. Et en dernier ressort,
Moi je dis, si les gens ne veulent pas assumer leurs responsabilités, il appartient effectivement à ceux qui se sentent menacés aussi de s'organiser effectivement pour faire en sorte effectivement que, comme dirait l'autre, qu'on puisse préserver nos nez. Quand vous dites doute, c'est quoi? Vous pensez au procureur mais je pense à la justice, parce que la justice, après les dénonciations des faits, c'est la justice qui doit prendre ses responsabilités. Mais avant même la justice, il y a quand même des mesures conservatoires que l'autorité politique, en l'occurrence aujourd'hui incarnée par le pouvoir de transition, doit prendre. À partir du moment où quelqu'un dit « moi je soutiens le président » et j'appelle au meurtre, moi je pense que le minimum c'est que le président aussi se démarque de ces gens. Oui, alors, la déclaration interpelle, d'abord condamne, il faut qu'on le répète, condamne les menaces contre les confrères Newton, Ahmed Bari et Lamine Traoré, interpelle les autorités quant à leur responsabilité, c'est ce que vous venez de dire, à assurer la sécurité des médias et celle des journalistes. Et puis, Bernard Bougma, sans doute toujours dans cette engeance-là, on parle de conditions d'exercice, de nos conditions d'exercice aujourd'hui dans ce contexte difficile. Bourema Ouedraogo est là pour nous répondre. Oui, je vais faire un commentaire avant de poser ma question suivante. Effectivement, il y a de l'attention à avoir. Quand quelqu'un sort en votre nom menacer des gens, il y a deux cas. Ou vous êtes d'accord, ou c'est vous qui l'avez envoyé. J'ai dit la même chose quand Dembélé était là avec le mouvement Sauvons le Burkina. Il y en a jusqu'à présent qui sont toujours écourus à la Mako. Il y en a qui ont eu, après le procès, il y en a qui sont sortis, mais il y en a qui sont à la Mako. Un pouvoir politique, il résiste combien de temps aujourd'hui? Blaise a fait 27 ans, je pense que c'est terminé. Si c'est trop, c'est 5 ans, si c'est trop, c'est 10 ans. Ça, c'est si vous avez eu de la chance. Donc, il faut savoir raison garder. Donc, si on n'est pas d'accord, il y a d'autres façons de s'exprimer, mais faire en sorte comme si on avait le monopole de la violence et tout. On dit attention. Effectivement, les procès d'Abou Boukari devraient pouvoir édifier. C'est vrai que celui de Norbert Zongo n'est pas encore ouvert, mais ça doit pouvoir édifier. Et notre histoire récente doit pouvoir nous édifier sur les postures qu'on a, même quand on n'est pas d'accord, et comment on les exprime. Voilà, donc, ça c'est... Maintenant, la question c'est que depuis Damiba, la presse a été vidée de la présidence. Vous ne pouvez plus faire d'images, on vous les envoie. Mais les médias burkinabés continuent de publier. Ailleurs, ce n'était pas aussi évident par rapport aussi à un certain nombre de principes. Alors, lors de la rencontre du chef de l'État, moi, je n'ai pas pu assister. Alors, sur ces questions, qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui est envisagé? Oui, qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été envisagé? C'est un peu la... C'est vrai qu'à la direction de la communication, mais pour les grands rendez-vous, bon, je pense également que parfois les à côté ils pimentent un article, mais aujourd'hui on ne les a pas. On ne les a pas. C'est ce que exprimait la rencontre avec le président de la transition, Ibrahim Traoré. La question est revenue notamment sur la question de l'accès à l'information. Nous avons dit au président que nous voulons nous aussi apporter notre contribution à l'effort de guerre par le travail que nous faisons. Maintenant, pour pouvoir le faire, il faut que l'armée puisse s'organiser. Parce que d'ailleurs, on l'a demandé depuis Roch-Kaboré, on ne l'a pas obtenu jusqu'à ce qu'effectivement les militaires arrivent au pouvoir. C'était que l'armée puisse au moins nous identifier des porte-paroles vers qui on peut aller quand on a un certain nombre d'informations pour pouvoir vérifier si c'est faisable. Qu'au niveau de la présidence, il y a la possibilité effectivement de pouvoir vérifier un certain nombre d'éléments d'information. Le président a dit qu'il a pris bonne note et que effectivement des dispositions allaient être prises dans ce sens. Et d'ailleurs, le ministre de la Communication, quand on est revenu, nous a dit d'ailleurs que très vite ils vont nous revenir parce qu'il y aura effectivement un porte-parole de l'armée qui régulièrement va animer des conférences de presse avec le porte-parole du gouvernement ou d'autres ministres pour qu'on ait régulièrement un point de la situation et qu'on puisse poser toutes les questions relativement effectivement à la gestion de cette crise. Malheureusement, moi j'ai un problème justement avec la communication politique au Burkina depuis un certain nombre d'années, notamment depuis qu'on a le terrorisme. Entre ce qu'on dit qu'on va faire et ce qu'on fait, c'est le jour et la nuit. Parce que, en fait, vous ne pouvez pas avoir des médias avec qui vous promettez de leur trouver des porte-paroles pour qu'ils puissent effectivement avoir accès à l'information, mais en même temps, vous travaillez à fermer déjà les sources d'accès qu'ils avaient déjà, vous fermez déjà ça en attendant de pouvoir créer les autres, qui n'arrivent pas. Est-ce que effectivement, on est dans la même dynamique? Est-ce que effectivement les gens ne se sont pas ravisés? C'est la question de fond qu'on se pose aujourd'hui. C'est la question, oui. Mais justement, quand on regarde le rapport avec la presse, est-ce qu'il n'y a pas un genre
je ne dis pas dire crainte, mais on sent que ce n'est pas, je ne dis pas parfait amour, c'est pas ce qu'on demande, mais est-ce qu'il n'y a pas une méfiance? Oui, je crois qu'il y a une méfiance. Et l'autre élément qu'il faut noter, c'est qu'en règle générale, la presse et l'armée, en tout cas au Burkina, ça n'a jamais été de grands amis. Et malheureusement, c'est l'armée qui gère le pouvoir politique aujourd'hui, en plus d'être la grande miette. L'armée gère le pouvoir politique, donc la grande miette s'est déplacée au niveau politique. Et ça pose un problème. Est-ce qu'on peut gérer le pouvoir politique, le pouvoir d'État, en restant muet? Je ne pense pas. Il faut qu'on fasse la part des choses. Entre la gestion de l'État et la gestion de l'armée, c'est deux choses totalement différentes. À partir du moment où l'armée est arrivée au pouvoir, l'armée doit pouvoir distinguer sa mission politique en tant que gestionnaire du pouvoir d'État, en tant que garant de tous les droits des citoyens, en tant que premier responsable de la vie de la nation, et donc devoir de redevabilité vis-à-vis du peuple, et puis son rôle de militaire qui gère les questions militaires. Et là où effectivement il y a un certain nombre d'éléments, mais ça aussi qui correspond à une certaine éthique, à une certaine déontologie. Ça, c'est ce qu'on n'arrive pas à voir. Si bien que les militaires, ils arrivent au pouvoir, ils restent militaires. Et ils font en sorte, effectivement, il y a cette, on se retrouve dans une position où effectivement la presse bouscule. Donc du coup, ça crée une certaine adversité. Mais il appartient à ceux qui gèrent le pouvoir d'État de comprendre effectivement que les médias ne peuvent pas être des opposants à un régime politique, qu'il soit militaire ou civil. En tout cas, les médias professionnels, ce n'est pas leur tasse d'être opposants. Les médias professionnels ne peuvent pas travailler à nuire à leur pays. Et puis, quoi qu'on dise, nous tous nous sommes des Burkinabés. Qui a intérêt à ce que ce pays-là brûle? Contrairement à ce que les gens racontent. S'il y a des gens qui ont plus intérêt à ce que ce pays-là retrouve le plus rapidement possible la stabilité, c'est bien les médias. Parce que nos conditions de travail ne peuvent être optimales que dans un contexte de sécurité et de stabilité permanente. Si le pays n'est pas stable, comment on peut exercer la liberté d'expression, la liberté de la presse? Dernière chose pour terminer sur cette question, on a toujours dit il ne faut pas que les gens se trompent d'adversaire ou se trompent d'ennemi. L'ennemi ne sera jamais la presse. Et je dis toujours, et je le répète, quand on est dans la vérité, quand on est dans la transparence, quand on est dans l'exemplarité, on n'a pas meilleur allié que la presse. Quand on détourne de la presse, ça pose des questions. Alors oui, on n'a pas meilleur allié que la presse, dites-vous. Malheureusement, on est presque à la fin de cette émission et quand même, il faudrait faire l'autocritique, notre propre autocritique au niveau de la presse. On a dit beaucoup de choses, hein, les conditions, les conditions d'exercice des professionnels, des médias ne sont pas réunies actuellement. Il y a beaucoup de problèmes économiques d'ailleurs avec des entreprises de presse qui vivotent au regard de la situation sécuritaire et sociopolitique, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas, au niveau des médias, il n'y a pas un travail à faire pour élever le niveau de responsabilité aussi, pour élever le niveau de professionnalisme? Je suis parfaitement d'accord. On a aujourd'hui la plus grave menace, après effectivement les questions sécuritaires pour les médias, c'est les questions économiques. L'économie des médias aujourd'hui au Burkina Faso, c'est d'une morosité extraordinaire, mais liée aussi au contexte économique national, parce que quand vous avez une économie nationale qui a des soucis, une économie nationale qui est sous asphyxie, naturellement elle ne génère pas des sources de recettes pour les médias, parce que pour qu'une entreprise fasse la publicité, il faut que l'entreprise soit déjà dans une certaine dans une certaine dynamique, une certaine prospérité qui permet effectivement de faire des annonces, de faire de la publicité. Mais quand les entreprises elles-mêmes, déjà, les autres entreprises se cherchent pour payer les salaires et n'arrivent pas à assurer, naturellement, nous, on reçoit le contre-choc. Et deuxième élément, effectivement, on l'a toujours dit, nous n'avons jamais dit que tout est parfait dans le monde des médias. Bien au contraire. S'il y a des acteurs d'ailleurs qui ne ratent pas l'occasion de critiquer, et d'ailleurs
on le dit régulièrement au cours des réunions de nos organisations professionnelles des médias, il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a effectivement des jeunes acteurs qui sont arrivés avec avec beaucoup de limites. Il y a des anciens qui ne sont pas forcément des modèles, mais tout cela, on pose le problème en interne. Mais en réalité, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le secteur des médias n'est pas un monde à part. Nous sommes tous des produits de cette société déconfite du Burkina Faso. Et il ne faut pas chercher des étoiles dans le secteur des médias, tout comme on n'en cherche pas dans l'armée, tout comme on n'en cherche pas dans le monde politique. Mais ce qu'on constate, et je l'ai toujours répété, quand vous regardez l'appréciation des professionnels du secteur au plan international, notamment le classement des Reporters sans frontières, les médias burkinabés ont toujours fait partie des mieux classés en Afrique. Je ne pense pas que ce soit le cas dans les secteurs, au niveau des acteurs politiques. Je ne crois pas que ce soit le cas au niveau de notre armée. Je ne crois pas que c'est le cas dans d'autres secteurs. Donc, il faut aussi quand même qu'on rende justice à ces acteurs-là à un moment donné. Parce qu'on fait l'impression que comme si effectivement notre secteur des médias, ce n'est que de remplir des nuls et des gens qui sont contre le pays. Non, ce n'est pas vrai. Oui, ce n'est pas vrai. Notre secteur des médias regorge de personnes talentueuses qui font correctement leur travail. Et on a mal lorsque, justement, certains menacent certains de nos confrères par rapport à leur paroles, par rapport à leurs écrits. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité consacrée au blues des professionnels des médias face à la délicate situation socio-politique et sécuritaire du Burkina. Une audience qui a bénéficié des éclairages de Bourema Ouedraogo. Il est directeur de publication du bimensuel Le Reporter et le président tout juste sorti de la Société des éditeurs de la presse privée. Merci Bourema Ouedraogo d'avoir honoré notre convocation. Merci Monsieur le Président, merci mesdames, Monsieur le juge. Merci beaucoup. Justement, deux juges ont siégé à cette audience. Bernard Bougma, merci. Merci Président. Merci à Geoffroy Vara. Merci. Merci également aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Paisible et enthousiaste journée de mardi à tous et très bel anniversaire à Sarah Morel-Sorgo, assistante de production à Tri TV, qui souffle une bougie de plus en ce 20 décembre 2022. Et n'oubliez pas, le tribunal de l'actualité vous retrouve dès demain, même heure, même chaîne, avec une nouvelle audience pour une nouvelle audience avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.